parce qu'on a abordé la question. Camille vous a parlé de que faire quand on est en échec du mépolizumab. Ça me faisait penser pendant la présentation que si on considère que le Binra a l'AMM dans l'intervalle, il faudra peut-être réfléchir à faire un switch Binra vers Mépo ou Mépo vers Binra, puisque peut-être qu'il aura l'AMM. Mais donc aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est quand on est en échec du mépolizumab, eh bien, que faire? Est-ce qu'on switch vers le benralizumab, un autre anti-IL5 récepteur? Est-ce qu'on switch vers le dupilumab, malgré, avec cette balance bénéfice-risque qui n'est pas simple? Est-ce qu'on switch vers le tezepelumab, qui sur le papier est intéressant? Pourquoi? Parce que vous savez, peut-être vous aviez vu passer cette étude physiopathologique sur la génétique qui montrait que les patients GEPA, qui soient en K+, en K-, ils avaient un polymorphisme de TSLP. Et donc, TSLP semble être, on va dire, une drogue possiblement intéressante. Camille vous a dit, on a plusieurs discussions possibles. Et là, la question, c'est de dire, par analogie avec les essais qu'ont fait les rhumatologues dans la polyarthrite rhumatoïde, faut-il switcher vers un autre anti-IL5, l'IL5 récepteur, dont on sait de notre étude vraie vie qui semblerait être moins efficace? Est-ce qu'il faut switcher vers une autre drogue? Et donc, voilà l'hypothèse de cette étude qui est une étude de type Pick the Winner. Eh bien, c'est de se dire que les stratégies non anti-L5 seraient peut-être mieux après un échec d'un anti-L5 que de passer à un autre anti-L5. Et donc, ça va être, on va déterminer l'efficacité du Binra, du Dupi, du tezepelumab, donc anti-L5 récepteur, anti-L4, IL13, anti-TSLP, chez les patients chez qui la réponse au mépolizumab est insuffisante. Et on regardera, comme dans le protocole de Jonathan satellite, à 12 semaines, après l'inclusion de 5 malades dans chaque bras, avec une analyse intermédiaire, si on pique, on garde les winners ou on drop the loser. Donc, voilà. Et donc, vous voyez que ce qui définit une réponse insuffisante au mépolizumab, c'était le fait de ne pas être bien contrôlé de l'asthme. Ça, il y a des scores comme le test de contrôle de l'asthme qui le permet. De ne pas être bien contrôlé sur le plan ORL, d'avoir reçu au moins 6 mois de mépo, puisqu'on sait qu'il faut quand même laisser le temps à la molécule d'agir. Et on voulait mettre une période minimale entre l'arrêt du mépo et l'inclusion pour justement, en pensant à quoi dans nos têtes? À Dupi et ses switches mépo-Dupi. Parce que clairement, voilà. Alors, ça serait une étude en ouvert. On aura les éosinophiles. Et il est clair que, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure rapidement, mais chez les patients qui rechutaient sous dupilumab, ils avaient quasiment toujours l'éosinophilie qui s'envolait avant. Donc, en fait, on a un truc annonciateur, c'est-à-dire qu'on est rarement pris en défaut. On voit les éosinophiles qui montent. Ce qui est certes, c'est qu'on ne sait pas si ce patient va rechuter à 2000 éosinophiles, 3000 ou 8000. Camille, elle a déjà eu des patients asthmatiques qui montaient à 8000 éosinophiles sous Dupi, je crois, et chez qui il ne se passait rien. Donc après, voilà. Mais donc, la décision sera prise en ouvert. Mais donc, voilà, donc c'est vraiment une étude Pick the Winner qui peut inclure jusqu'à 5 patients dans chaque bras dans la première phase. Et si le première phase passe, on inclut 9 malades de plus, ce qui ferait 14 patients par bras. Donc, voilà, chaque bras sera mené indépendamment. Et puis, voilà, et voilà quoi vous dire. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais donc c'est un satellite pour la GEPA qui ne répond pas au mépolizumab pour évaluer 3 stratégies de traitement. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Xavier. Ah oui, oui, il n'y a plus. C'est toi maintenant, Divi. Personnellement très gêné de trouver un des patients qui a une GEP1 de pouvoir être randomisé dans un bras du Pitunab, compte tenu de l'étude que tu as menée avec Bérangère, qui montrait quand même 31%, tu l'as rappelé tout à l'heure, de rechute tout coulé, donc 15% de rechute systémique. Hein. C'est ça le papier de ART. Donc proposer un traitement qui peut donner 15% de rechute systémique à un des patients, j'avoue que ça me pose un problème, et que peut-être si on enlevait ce bras-là, je serais pour mettre les patients. Et la deuxième chose que je n'ai pas bien compris, c'est tu nous dis qu'il faut à peu près 6 mois pour avoir son avis, pour savoir si le mépolizumab fait effet, mais par contre, tu as prévu une analyse intermédiaire à S12, donc le mépo n'aura pas encore eu le temps d'être efficace. Alors, ce n'est pas le mépo,
c'est les autres. Et c'est juste parce que l'idée, ce n'était pas pour conclure de manière excessive que le traitement par mépolizumab ne marchait pas. Là, c'est un peu comme l'étude de Jonathan, c'est-à-dire qu'à 12 semaines, on regarde s'il y a une amélioration. Pour... Ah, mais s'il n'y a pas eu d'amélioration. Non, 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 déjà, ce n'est pas sous mépo. Après, on randomise entre Dupi, Thésée et Benra. Et généralement, à S12, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais quand même, c'est un délai où, contrairement au mépo, globalement, le malade, on sait, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, il y a un signal d'efficacité. Pour la question du Dupi, on a beaucoup discuté, justement pour savoir. Et en fait, on se rendait compte qu'il y a quand même le délai qui joue. Mais c'était une question qu'on s'est posée hein, avec Camille avant de redéposer le protocole. On s'est dit, est-ce qu'on enlève le bras Dupi ou pas? Et comme les études dans l'asthme montrent que le meilleur switch, c'est vers le Dupi, il y avait quand même la question de se dire, ça serait quand même dommage de se passer d'une molécule juste parce que on ne savait pas peut-être bien l'utiliser et que maintenant qu'on a ces informations, eh ben, on connaît quels sont les warnings. Et maintenant qu'on connaît les warnings, eh bien, ce que je veux dire, et encore une fois, on n'est pas en aveugle des éosinophiles. Si on voit le malade qui monte à 1000, 1500, 2000, rien n'empêche de dire j'arrête le bras du pi. Mais voilà, mais après, c'est discutable, hein, on en a beaucoup parlé. Et c'est clair qu'il n'y avait que concernant le bras du pi. Mais encore une fois, l'étude, c'est une étude rétrospective. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un signal de vigilance et on pensait mettre un peu répondre au warning avec le délai, mais après, c'est une question et c'était le but d'en discuter là. C'est de se dire, est-ce que le DUPI, si je sais pas, on faisait un truc main levée, est-ce que, par exemple, de mettre là demain du DUPI avec ce qu'on vous a dit, est-ce que ceux pour qui c'est niet, lèvent la main? Et ceux pour qui ils mettent pas un trait formel sur le Dupi, bah 50-50, hein. Et encore, la main timide de Maxime. Hein? Ouais, ouais, Camille. Éosinophilie, ce qui n'était pas du tout dans les essais. Dit tout à l'heure, c'est que nous, on fait comme dans l'asthme, en fait, on arrête et le mois suivant, on prend la nouvelle molécule. Or, dans les essais cliniques, il y avait 6 mois de washout obligés avant de rentrer dans les essais. Donc, les malades étaient tous en washout de leur biothérapie. Et effectivement, on sait que quand ils sont sous mépo, ils ont des taux d'IL5 qui sont très élevés, tous, on l'a toujours vérifié. Donc, l'hypothèse, c'est quand même de dire on arrête le mépo à un moment. Comme l'arrêt du Tossi. Voilà, ils sont avec Exactement. plein d'IL5 circulantes. On leur met le Dupi qui, en plus, leur fait monter leurs éosinophiles par un mécanisme qui n'est pas extrêmement clair. Et à ce moment-là, on les fait exploser. Semaine de washout entre la dernière injection de mépo et la première injection de Dupi. Je pense que c'est une manière de sécuriser quand même les choses. Le truc, c'est qu'il faut se méfier parce que je vous rappelle, hein, si on prend les antileucotriennes, si on avait analysé un peu les choses trop vite, on aurait dit on n'utilise plus jamais, alors que maintenant, un pneumologue peut être amené, même s'il a d'autres outils, mais c'est plus une contre-indication de donner du montelukast à un chirurgue. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas que sur des choses qui nous permettent de comprendre comment mieux l'utiliser, on se passe peut-être d'une molécule qui est peut-être la plus efficace en termes de contrôle, mais c'est une discussion et qu'on pourra avoir encore après. Ouais, mais ça marchait pas l'omalizumab. Là, on a une thérapeutique qui marche, quoi. C'est un